Salut! Aujourd'hui, on va s'intéresser à un nouvel appareil, ici. C'est un ampli à tube, le deuxième que j'utilise dans mon système. C'est un appareil qui est assez similaire à l'autre, alors je vais expliquer un peu le schéma à côté, mais je ne vais pas trop insister sur son contenu. On va surtout s'intéresser à la fabrication, quels sont les composants qu'il contient, comment il a été conçu au départ, vu qu'il a suivi un processus particulier que l'on peut rencontrer quelquefois, voir quels types de tubes ont été choisis, pourquoi, et puis pour l'expérience, on fera quelques mesures dessus, avec un générateur BF, un oscilloscope, et on va regarder un peu ce qu'il a dans le ventre. On va faire un petit survol du schéma, ici. Bon, c'est assez ramassé, j'ai essayé de faire tenir le tout sur le tableau, mais c'est un schéma très simple. Il ressemble beaucoup sur le principe au 6C33. C'est un système à deux étages. Ici, avec une triote de puissance, c'est une 300B, vraiment qui est utilisée de manière tout à fait conventionnelle en polarisation automatique. Elle est alimentée ici 460 moins 77, c'est de l'ordre de 390 volts au niveau du tube, avec un courant de l'ordre de 77,7 mA. Voilà, bon, c'est un tube qui dissipe une trentaine de watts dans l'utilisation ici. Sa résistance de cathode c'est 1 kΩ, 50 watts, des résistances à visser standard. Il n'y a vraiment rien de spécial ici. On a un transfo qui est de 7K. Dans mon utilisation à moi, c'est du 7 kΩ primaire. Donc là, rien de spécial. Dans cette partie-là, n'a pas de commentaire particulier. Le premier étage, c'est la même logique que l'ampli d'avant, sauf qu'ici, la source de courant pour le tube d'entrée, c'est une pintode. C'est un autre moyen de le faire. C'est un peu plus compliqué, il y a un peu plus de composants autour parce qu'il faut polariser la pintode d'un côté et il faut récupérer le courant qui circule dans le tube d'entrée et le ramener à l'entrée de la pintode. C'est pour ça qu'il y a un mélange de résistance de polarisation et de condensateur pour tout ce qui est partie petits signaux en fonctionnement hors fonctionnement statique de polarisation. Alors, le tube d'entrée ici, il est utilisé de manière standard, polarisation automatique, 2,5 kΩ, la 102G qui a un mu de 30, pour avoir suffisamment de swing pour attaquer ce tube qui est polarisé à peu près à 70 volts sur 80 volts. Sachant que la sortie d'un DCX ou d'un lecteur CD ou qu'importe, c'est l'ordre de 2 volts crête à crête. La polarisation est un peu plus grande que 2 volts pour essayer d'avoir 60 volts de swing au niveau de la 300B pour l'attaquer suffisamment. Comme on a une charge très élevée en plaque, on peut considérer que le gain en tension du système sera égal au mu du tube fois la tension d'entrée maximale. Ici, un mu de 30, une tension de 2 volts. On peut attaquer le tube ici avec plus ou moins 60 volts. Ce qui permet d'avoir une petite marge de manœuvre, de ne pas l'attaquer à une tension grille nulle, mais d'avoir suffisamment de swing pour avoir de la puissance en sortie. Donc ici, avec ça, on doit obtenir à peu près 7-8 watts, je trouve ça, en gros. J'ai moins parce que j'ai un transfo de sortie qui a une impédance d'entrée qui est plus élevée que la normale pour des raisons de distorsion. Mais bon, ça suffit amplement quand il s'agit d'attaquer une TAD 4002. Il y a largement de quoi faire. On a largement la marge pour pouvoir éviter les saturations. On ne sait jamais. Donc ce tube-là, qui est un tube qui lui a une résistance interne très élevée et qui fonctionne à faible courant. Donc ce sont des tubes qui nécessitent vraiment une charge très élevée pour avoir un minimum de gain de tension et un minimum de distorsion. C'est l'intérêt ici de la pintode. Donc l'exercice de style ici, c'est d'utiliser un tube plutôt qu'un transistor, un tube qui a une transconductance la plus élevée possible et qui a une tension de déchet parce que le tube, l'utilisation de ce tube-là fait perdre toute une tension de déchet qu'on veut la moins forte possible pour éviter d'avoir des tensions d'alimentation trop élevées. Donc la pintode, c'est idéal pour ça. Elle peut fonctionner ici sous l'ordre d'une centaine de volts pleine échelle. Le tube, lui, fonctionne à peu près sous 150 volts. Et on a le senseur de courant, qui est cette résistance-là, qui va essayer de mesurer, entre guillemets, le courant qui circule dans ce tube et ramener à la grille d'entrée toute variation pour que le tube puisse les contrer. C'est vraiment le principe, c'est on mesure quelque chose
et on le ramène directement à l'entrée dans le bon sens, de telle sorte que le tube va s'opposer à cette chose. Et plus le gain du tube ou la transconductance du tube sera élevée, plus la moindre variation sera énergiquement contrée. Il y a une forme, la notion de rigidité du système qui fait que s'il était d'une rigidité parfaite, en fait, on aura un vrai générateur de courant totalement invariable. C'est jamais le cas, mais déjà avec un tube comme ça, on peut obtenir quelque chose d'extrêmement performant. Exactement de la même manière que les transistors qui servent à ce système-là, la transconductance est suffisante quand le tube débite suffisamment. C'est pour ça qu'on ne peut pas se contenter que du courant qui va circuler dans le tube ici. Et c'est pour ça qu'ici, il y a un système là supplémentaire, qui est un système qui fait débiter du courant supplémentaire dans le tube. Ici, le courant est de l'ordre de 17-18 milliampères, en plus du courant qui sera fourni au tube d'entrée. Donc le tube ici, c'est un générateur de courant qui fournit à peu près 19-20 milliampères. Donc la plus grande partie sera dissipée dans une résistance pour rien, mais ça permet d'obtenir de la transconductance pour pouvoir avoir un générateur de courant qui soit suffisamment rigide. Hein. Donc, lorsqu'on veut d'abord polariser ce tube pour qu'il fonctionne déjà en tant que point de repos, c'est en fait ces deux résistances-là qui vont fixer. Alors le tout va fixer la tension au point de cathode, et par le fait quasiment la tension au point du tube là, on peut deviner à peu près la chute de tension qu'on veut ici. Ici elle est de l'ordre d'une quinzaine de volts, on va dire. Ça c'est un choix délibéré. Alors après, on a quand même pas mal de plages de travail ici. Cette résistance-là, quelques kiloohms, quelques dizaines de kiloohms, ça n'a pas trop d'importance. Ce qui compte, c'est qu'elle ne soit pas trop élevée pour perdre de la tension et qu'elle ne soit pas trop faible pour avoir le maximum de swing disponible pour que le générateur de courant puisse fonctionner correctement. Alors c'est vraiment un compromis en fonction de ce qu'on a. Ici, c'est délibéré que ça a été choisi à peu près à 15 volts. Bon, voilà. La polarisation de ce point-là est faite essentiellement par ces deux-là, parce que l'essentiel du courant passe de ce côté. Et comme la grille, elle, va être polarisée à une valeur pour donner le courant au repos, c'est un petit ajustable qui se met sur le chemin, et c'est à bord de cet ajustable qu'est pris la tension grille. Alors cette résistance-là, elle ne joue pas dans ce rôle-là parce qu'il n'y a pas de courant de grille. Donc c'est comme si ici il y avait un court-circuit. Donc c'est au repos, quand il n'y a pas de signal, ici la grille est mise à cette tension-là et la cathode est mise à cette tension-là. Donc le courant qui circule là-dedans polarise le tube au repos. Donc la résistance est faible parce que ce sont des tubes à grande sensibilité, une fraction de volt suffit pour avoir le courant nécessaire. Donc ça permet de mettre le courant de repos. On a suffisamment de plage de latitude. Ici, il a été mis à ces valeurs-là. Ça pourrait être plus ou moins. C'est juste un compromis parce que le problème, c'est que cette résistance-là doit dissiper ce courant. Et comme c'est ici, on est de l'ordre de 9-10 kiloohms, à 20 milliampères, on commence à débiter quelques watts. Donc, il faut quand même se méfier. Il faut que ça chauffe pas trop, quoi. Donc, ça c'est au repos et lorsqu'il est utilisé, le tube, en fait cette capa-là va fonctionner comme un court-circuit, ici, et donc la grille va pouvoir mesurer la tension ici qui va être superposée à ça. Cette résistance-là permet d'isoler toute cette partie-là, parce qu'elle est très élevée par rapport au pont diviseur là, donc ça va faire comme une sorte de barrage à tout ce qui déboule là. La capa, elle, va avoir une résistance dans les fréquences d'utilisation suffisamment faible pour que quasiment toute la tension ici, qui se situe sur cette résistance-là, se retrouve intégralement à la grille, sans que cette partie-là vienne interférer. Donc voilà, c'est vraiment une mécanique, c'est vraiment un système vraiment à deux systèmes qui se superposent, un qui permet de polariser le tube et l'autre qui vient rajouter les composantes continues grâce à des condensateurs qui viennent injecter le signal dans le système. Et des résistances d'isolation, on va dire, qui permettent d'éviter d'avoir ce pont diviseur qui vienne, disons, museler un peu la capa. Donc ici, il est important d'avoir une résistance, c'est indispensable d'avoir une résistance là. Comme c'est une pentode, alors on peut utiliser une triode, hein, ça ne changerait pas grand-chose au principe, on retrouverait peut-être un système analogue, mais la pentode a souvent un gain et une transconductance plus faible, et une tension de déchet globale du tube plus élevée. Par exception, on pourrait utiliser des 6C45
des 3A 157M ou des tubes, les Western Electric 437A, mais ça c'est pour ceux qui sont pétés de thunes. Pour ceux qui sont un peu moins pétés de thunes, on peut prendre ce style de tube. Ça ne sert à rien d'avoir des tubes de haute qualité en soi, c'est qu'une source de courant. Il n'y a pas de signal audio qui circule là-dedans. On prend un tube qui a suffisamment de gain et suffisamment de transconductance pour ça. La E55L, c'est bien, ça supporte quelques watts et c'est très robuste. Donc, comme c'est une pintode, il y a aussi la polarisation d'écran. Alors lui, il a juste une résistance d'écran qui a été choisie ici. Après, il faut qu'on ait les caractéristiques et choisir un petit courant d'écran de telle sorte que... Et en alternative, ce condensateur-là fait que l'écran n'est pas modulé. C'est-à-dire qu'il le met carrément à la tension de cathode. Il faut bien voir que dans un tube, tout est toujours relatif à la cathode, pas à la masse en soi, mais à la cathode. Donc ce condensateur-là court-circuite pour les tensions alternatives la grille écran de telle sorte qu'elle n'ait aucune modulation due au système. Cette capa est indispensable. Sinon, ici, on aurait éventuellement quelque chose qui pourrait se passer, on pourrait avoir quelque chose de moins prévisible au fonctionnement. Ça fonctionnerait, hein, mais ce serait beaucoup moins facile à appréhender. Donc là, en ayant un écran fixe, on peut facilement lire les caractéristiques du constructeur et savoir exactement quelle tension il faut mettre ici ou là pour qu'on ait un tel ou tel courant. L'écran joue énormément dans les caractéristiques du tube, donc il faut que ce soit fixe pour pouvoir maîtriser le calcul du reste. Donc voilà, c'est à peu près le même principe que l'autre. Ici, appliquer une pintode. C'est un excellent circuit. Alors souvent, les audiophiles n'aiment pas ça. Je ne sais pas pourquoi. Ils préfèrent du SRPP qui est le degré zéro de ça. Le SRPP, c'est probablement le plus mauvais circuit qui soit, juste après la résistance. Je ne comprends même pas qu'on puisse s'extasier, se rouler par terre devant le SRPP qui est vraiment un circuit assez bas de gamme dans son principe. Ça, un SRPP, ce n'est que ça, ce n'est qu'une triode qui vient pomper une chute de tension borne de résistance pour pouvoir disons, combattre une variation de courant qui serait due à la charge, ici un tube. Mais ce sont des triodes, et ce sont des choses qui sont beaucoup moins efficaces que ça. Donc le seul avantage c'est que c'est simple, mais le problème c'est qu'il faut 2 fois l'alimentation. On pourrait faire des SRPP avec des tubes différents, mais c'est rarement le cas. Étonnamment, c'est rarement le cas. Une avancée du SRPP, c'est justement d'utiliser un système de pont diviseur comme ça qui permet d'obtenir des tensions supérieures au niveau de la grille. Mais bon, c'est une variante, c'est pareil. La pintode, c'est beaucoup mieux pour ça. La pintode, ça fait hérisser le poil des audiophiles pur jus, mais la pintode, ça sait faire des trucs aussi. Il n'y a pas de raison. Donc, ça, c'est un excellent circuit. Bon, après, on peut utiliser des tubes des FET ou du bipolaire. On pourrait même utiliser un bipolaire piloté par un ampli-op en tant que source de courant pur. Après, ce serait juste des problèmes de polarisation. On pourrait faire des systèmes flottants, des choses comme ça. On pourrait vraiment aller beaucoup plus loin. Mais bon, ça, pour rester dans l'esprit du truc avec que des tubes, c'est vraiment pas mal. Et puis, bon, les E55L, c'est trouvable sans trop de problèmes. Hein. Voilà en gros le circuit. J'ai mis quelques valeurs, les valeurs des composants. Ça c'est bon, c'est facile à calculer aussi. Hein, c'est à peu près analogue au système d'avant de l'autre ampli. Voilà donc le tube est employé d'une manière relativement douce. Il dissipe une trentaine de watts, mais ici ne conviendrait pas des tubes style full music en mesh plate parce que là, dissiper 30 watts, c'est déjà trop. Ce sont des tubes qui sont donnés pour 21 watts ou un peu plus de 20 watts de tête. Donc ça, il faut faire gaffe. Il faut des tubes qui tiennent la puissance. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose à en dire de plus. Voilà, concentrer tout le système. Au niveau des alimentations, ça, c'est une alimentation stabilisée avec un TL783. Qui fixe ça. Ça, c'est une alimentation directe sortie de pont de diode. J'ai pas mis de valve pour ça. J'ai pas assez de tension sur les transfos. Mes transfos, c'est eux qui ont conditionné tout le système. Donc, les transfos Bortolucci sont vendus tels quels. Je les ai achetés d'occasion et j'ai pas eu le choix sur les tensions. Donc, ils donnent pas assez au niveau tension de plaque pour que je puisse me permettre de mettre une valve. Et je n'avais pas assez de tension au niveau des secondaires pour alimenter en plus une valve en tant que filament. Puis bon, la valve, ça n'a pas trop d'intérêt, ça prend plus de place, ça chauffe, franchement, bon, je suis resté sur une idée de pont de diode. Ça vient d'un doubleur de tension, parce que j'avais pas assez de tension en utilisant un simple pont de diode sur un primaire
de tension moyenne disponible. Voilà, c'est surtout dans ce cas-là, c'est un schéma-là, c'est le transfo de sortie qui a conditionné, et le fait de choisir telle ou telle chose. Habituellement, en audio, on considère une entrée à 1 volt, et ici, le tube d'entrée n'aurait pas eu un gain suffisant. Bon, comme on travaille plus avec un DCX, avec des niveaux pro, on peut se permettre d'avoir une moins grande sensibilité et d'avoir un plus grand swing en entrée, sans être conditionné par les 1 volt en pleine puissance qu'on rencontre assez souvent dans le grand public. Donc pour ça, bon, on peut se contenter d'un tube comme ça qui permet d'obtenir suffisamment de swing, mais il faut faire gaffe que les points de repos soient suffisants pour pouvoir avoir le swing maximum. Si on ne peut pas descendre trop bas, sinon on se retrouverait avec une saturation par le bas. Donc voilà, schéma simple, efficace, vraiment qu'on peut adapter à toutes sortes de circonstances. Alors pour commencer, un petit aperçu global extérieur du système. Essentiellement, la place est prise par les transformateurs, les quelques condensateurs de filtrage qui sont mis en parallèle. Ici, il n'y a vraiment rien de spécial, que du classique. Le tube d'entrée, le tube de sortie, les trucs qui permettent d'avoir un flux d'air autour du tube. Important d'avoir toujours des ouïes autour des tubes de puissance, pour qu'il y ait un flux d'air qui circule. Le défaut de ça, c'est qu'il y a la poussière qui s'accumule en dessous, évidemment. L'important que l'air puisse rentrer par en dessous, donc il faut des petits pieds, des choses comme ça. Entrée, sortie. Alors, au niveau des composants ici, alors 3 sociétés où ici, par contre ça c'est pas une société qui a fait le transfo de sortie, c'est un monsieur Chambrion qui est une personne qui me les a bobinés, qui vendait des transfos à une époque. Il l'a vendu tel quel, il a fallu l'imprégner, mettre la résine dedans. Une sève de chez Magnétique, c'est pas mal, c'est pas cher, c'est assez joli, ça se fixe bien. Ça, je conseille Magnétique pour tout ce qui est transfo d'alim, tout ça, c'est bien, c'est propre. Et ça, transfo d'alimentation, Bartolucci, qui est un constructeur extrêmement luxueux, on va dire, italien, qui font de toutes sortes de transfos, alimentation, interétage, sortie, des transfos pour les cellules de tournevis, un nombre incalculable de choses. C'est très cher, mais c'est de très très haute qualité. Alors ça, c'est une paire de transfos que j'ai acheté, alors je sais plus à qui, transfo d'alimentation, et c'est lui qui m'a imposé les points de fonctionnement et le choix des composants, parce que ben, finalement, c'est lui qui m'a imposé les points de départ. Et j'ai pas pu avoir des libertés, j'ai commencé un ampli à partir d'un composant que j'ai acheté. Ce qui fait que ça n'a pas été conçu d'une manière conventionnelle. Transfo de sortie, pareil, lui, il a une valeur particulière. Moi, j'ai choisi avec une impédance primaire suffisamment élevée. Les 300B en général sont chargés trop brutalement, ils ont des impédances trop faibles de charge. Ça vient encore des contes et légendes qu'on peut lire dans l'audiophile. Mettre des impédances faibles, ça augmente la puissance de sortie, mais la distorsion explose. Les tubes n'aiment pas être chargés trop fort. Quand on peut se passer de quelques watts et charger avec des impédances plus élevées, il ne faut pas hésiter un instant, le tube ne fonctionnera que mieux. Alors, les boîtiers, j'ai fait toujours de la même manière. J'ai trouvé un truc, au moins c'est facile, ça marche à tous les coups et on n'est pas emmerdé. Les côtés, ce sont des règles de tapissier. Alors, par exemple, voici une règle de tapissier qui sert à... C'est du profilé à alu, ça sert à faire les découpes. Alors ça existe ici, c'est du 50 sur 10, quelque chose comme ça. Ça existe sous forme de carré de 50 sur 50, ça existe en 100 sur 20, enfin, ça existe en plusieurs tailles standards. C'est bien, c'est que c'est creux, c'est léger, c'est parfaitement droit, c'est de l'aluminium. Donc ça s'usine assez bien pour faire des boîtiers. Donc les côtés sont faits avec ce style de truc. La face, maintenant je le ferai plus comme ça parce que je l'usinerai moi-même, mais quand on a des faces comme ça à faire, surtout des faces pour des tubes où il y a des trous, des ouïes à faire, des ouvertures pour des transfos par exemple, c'est bien d'utiliser certaines sociétés qui font des faces avant sur mesure. Alors à l'époque, un des rares qui le faisait, c'était Schaeffer en Allemagne. Ils ont un site web et un logiciel à télécharger. On fabrique sa face avec leur logiciel et on envoie en ligne le fichier de description.
on paye et on reçoit ses faces avant. Il y a plusieurs coloris ici, c'est des coloris bronze, une espèce de vert un peu bronze qui est assez joli. Bon, c'est usiné après anodisation, donc c'est couleur aluminium sur les côtés et sur les trous, évidemment. Il travaille très très bien, c'est rapide. Bon, ça coûte le prix que ça coûte, hein, mais franchement, pour éviter de s'emmerder, se faire usiner une face comme ça permet vraiment de gagner beaucoup de temps et d'avoir quelque chose de précis. Alors, les deux amplis mono sont symétriques. J'ai fait des faces symétriques l'une de l'autre pour des raisons purement esthétiques. Ça change pas grand chose au câblage interne, mais bon, faut quand même y penser. Voilà, donc ça, l'extérieur, il y a juste ici derrière les réglages d'équilibrage des filaments pour la prise du point milieu, pour les résistances de cathode, pour éventuellement équilibrer des éventuels ronflements, mais finalement ça fait pas grand chose. Surtout qu'ici ça fait rien du tout parce que de toute façon les filaments sont alimentés en continu, donc ça sert pas à grand chose. J'avais mis à l'origine parce que je voulais pas spécialement l'alimenter en continu, mais finalement c'est du composant arabe qui sert pas à grand chose. Simplement, bon, il est quand même conseillé de prendre au milieu pour éviter d'avoir un offset de polarisation trop fort. Mais de toute façon, cet offset existe quoi qu'il se passe. Donc, ici, E55L, donc c'est cette série de tubes professionnels de haute fiabilité avec les broches dorées, etc. Ça, c'est du Mullard. Alors, ça se trouve sous différentes marques de haut de gamme. Ce sont des tubes à de grosses transconductances, particulièrement faciles à utiliser, qui prennent pas trop de tension en anode. Donc ça permet d'avoir pas trop de ne pas obligé d'alimenter à des tensions trop élevées pour attaquer le tube lui-même qui sert à amplifier. Alors, c'est pas parce que c'est du Mullard, que c'est du super tube, etc., que c'est fiable, c'est super, qu'il n'y a jamais de panne. Ça, j'ai dû en changer un qui avait un court-circuit interne qui apparaît au bout d'un certain temps. Donc on peut avoir des pannes avec ce style de tube aussi. Mais bon, après, statistiquement, c'est moins courant. C'est un excellent tube, hein. C'est un tube qui a un peu de puissance, qui permet de débiter quand même du courant, et qui est assez intéressant. Surtout dans cette utilisation-là, il y a vraiment de la transconductance. Genre 50 mA, quelque chose comme ça, par volt. Ici, le tube d'entrée. Alors, le tube d'entrée, c'était un choix délibéré de choisir donc un tube ancien. Alors là, c'était vraiment par pure frivolité. J'ai choisi un des tubes qui était courant dans les années 30, des tubes utilisés en télécom par la Poste. Il y a toute une série de tubes qui sont des équivalents de la Western Electric 102, qui sont des tubes avec un mu de 30. Alors ça, c'est une version anglaise, la 4020A de la STC, qui est un équivalent à 102. Alors elle est fabriquée selon certains tubes qu'on peut trouver justement. Alors j'espère qu'il peut faire la mise au point là-dessus. Voilà. Alors on voit que ce tube, il a une plaque à 45 degrés avec une grille qui déborde de tous les côtés. Comme c'est un tube à grand gain, la grille est serrée et de grande taille pour pouvoir avoir un pilotage. Alors ça fait une mécanique relativement grosse, et comme ils ont des contraintes de taille dans les répétiteurs, ils ne peuvent pas mettre des tubes d'une taille quelconque, qui sont forcés de rester dans ce style de bulbe. Donc ils ont été obligés de mettre à 45 degrés toute la quincaillerie dedans pour que ça tienne et que ça chauffe pas trop ici ou là. Alors ce sont des tubes qui sont quasiment indestructibles, le filament chauffe très peu, il est à peine visible à l'image, et ça a des durées de vie de 10 000 à 50 000 heures. Ce sont des trucs qui ne s'usent quasiment pas, surtout que moi je les utilise vraiment en dessous de leurs caractéristiques. Excellent tube. Peu de bruit, du gain, assez joli en plus. On peut en trouver, parce que comme c'est pas très connu, on peut arriver à en trouver à pas trop cher. Et ce qui est bien, c'est que ces tubes-là ont beaucoup d'équivalents. Et le seul défaut, c'est le support, qui est un support à baïonnette particulier. Alors, on arrive à trouver des versions chinoises, donc ici, qui sont intéressantes parce qu'elles ont des broches dorées au fond. C'est un truc à baïonnette, donc les tubes ne subissent pas de contraintes lorsqu'on les enlève ou qu'on les met. Bon, par contre, il faut faire attention à ce que le contact soit bon, sinon là, si ça fait des craquements à l'entrée, ça risque d'être assez catastrophique. Alors, ces tubes-là, j'en ai plein d'équivalents. Ils sont très différents les uns des autres. Alors ça, c'est un tube Philips. Alors, j'espère qu'il va faire la mise au point. Voilà.
C'est un équivalent de chez Philips. Alors ça, c'est la 4631. Il existe une autre référence que j'ai pas en tête qui est aussi équivalente. Alors ça, voilà. Ça, c'est des tubes qu'on peut trouver assez facilement, ici ou là. Ça, par contre, c'est inutilisable. Ça ronfle très facilement. Dès qu'on approche la main, ça se met à ronfler. C'est beaucoup plus bruyant. Celui de la STC qui est posé là est beaucoup plus intéressant. Il est moins bruyant. Alors, j'ai une version, encore un tube anglais ici de chez IPT, qui est la 3A108. C'est pareil, c'est un équivalent. Tous ces tubes-là ont le même support, ce support baïonnette 4 broches américain. Ils sont tous équivalents et interchangeables, ce qui est important. Par contre, ils sont très très différents les uns des autres quand il s'agit de l'utilisation dans la vraie vie, parce que ces tubes-là ont des comportements différents au niveau du bruit. Ça, c'est un tube, pareil, c'est assez joli, il est tout neuf et tout, je l'ai pas payé cher, hein, j'ai payé peut-être 15 euros, quelque chose comme ça, j'en ai un lot, mais dès qu'on le met, ça se met à ronfler dès qu'on approche de l'ampli. Alors évidemment, c'est pas super top, il faudrait mettre un blindage autour ou mettre quelque chose pour supprimer ça. Disons, ça complexifie le système. Alors, une autre version de la STC qui est une autre référence encore équivalente, ça c'est la 3A142. Voilà, ça c'est les beaux emballages de LED. Voilà, donc ça ressemble beaucoup. C'est très proche du précédent. Ils sont équivalents. Alors je sais pas pourquoi ils ont sorti 36 000 modèles qui font la même chose. C'est pareil, les filaments consomment peu, ils chauffent très peu. Vraiment, ce sont des tubes qui ont une durée de vie très très grande. Mais encore une fois, ces versions verts classiques comme ça font beaucoup de bruit. Par passage capacitif ou inductif, enfin tout ce qu'on veut, c'est vraiment c'est assez embêtant quoi. C'est dommage parce qu'ils sont assez jolis. Alors ici, alors par contre, alors ça, un truc des années 20, la Western Electric, alors ça, par contre, étonnamment, alors celui-là il est totalement silencieux. Ça, ce sont des tubes, alors vraiment, faut les trouver. Les prix peuvent être complètement délirants. Mais, alors moi je les ai payés, à l'époque je les ai payés peut-être 400 balles la pièce, un truc comme ça, et j'ai pu en trouver deux. Des 102G, alors c'est une version améliorée de la 102A, qui fait moins de bruit. Alors eux sont assez immunisés au bruit dès qu'on approche du tube. Ils fonctionnent très très bien. Je les utilise peu parce qu'ils consomment plus. Et en fait, contrairement aux autres, c'est un tube qui doit être attaqué en courant. Le filament doit être alimenté sous 1 ampère. Alors il donne une tension à peu près correcte à utiliser, mais il conseille, c'est un des rares tubes comme ça, il conseille de l'attaquer en courant et non pas en tension. Alors ce qui pose un problème, comme je veux pouvoir mettre des références équivalentes, je ne peux pas attaquer en courant le tube d'entrée. Je ne peux pas parce que les autres ont des filaments à oxyde qui consomment très peu. Qui se consomment au moins 4 fois moins que cela, et si jamais je mets une attaque en courant, c'est sûr que j'explose tous les autres tubes. Donc celui-là, ça fonctionne sous la tension de 2 volts 1 qui est mise au niveau de l'ampli, mais c'est pas conseillé de les utiliser comme ça. Mais alors ceux-là, ce sont des tubes qui fonctionnent vraiment parfaitement, qui sont étonnamment fiables et étonnamment stables. Et ils sont en très bon état. Donc là, évidemment, si on veut un ampli vraiment à l'ancienne, alors là, on peut utiliser donc des 102A ou D, la Western Electric et un Western Electric en tube de sortie. Bon, comme les Western Electric, ça vaut la peau du cul, on va se retourner un peu vers d'autres productions plus classiques qu'on peut trouver alors partout. Alors ça, c'est des tubes chinois. C'est des tubes avec ici une plaque ajourée. Pompeusement appelé mesh plate, mais c'est pas du mesh plate, c'est pas un grillage, c'est une plaque ajourée. À ma connaissance, il n'y a pas de 300B mesh plate en tant que tel. Peut-être chez des marques tchèques, mais le problème des mesh plates réels, c'est que la dissipation plaque est beaucoup plus faible. Il faut se méfier de ces tubes, comme les Full Music ou des choses comme ça, qui sont, on va dire, des faux mesh plates, mais qui ne supportent pas les 40 watts de dissipation de la 300B. Ceux-là les supportent, a priori. Disons qu'au moins, même s'ils ne supportent peut-être pas la totale, ils supportent quasiment la puissance de la vraie 300B. Il faut faire attention parce que les tubes qui ne supportent pas la dissipation maximum de la 300B ne peuvent pas être mis sur des amplis qui utilisent la 300B un peu fortement.
Sinon, on risque de toute façon de les détruire, de les dégrader prématurément. Et il ne faut pas utiliser ces tubes-là dans des appareils qui utilisent des 300D d'une manière un peu poussée. Alors ici, notre version, ici c'est la même, hein. C'est exactement la même, sauf qu'on a un bulbe en forme d'aubergine. Alors je trouve ça super joli, c'est très très joli. C'est le même, hein. C'est exactement le même au niveau interne, c'est exactement le même style de fonctionnement. C'est la même plaque, la suspension de grille est un peu différente. Ça c'est bien fait, hein, mine de rien. C'est étonnamment bien fait et bien fini, hein, par rapport à ce qu'on pourrait penser. Les Chinois commencent à se démerder pas mal, hein, sur ces tubes-là, et on peut avoir des trucs pas trop chers et qui fonctionnent, hein. Alors celui-là, c'est celui que j'utilise depuis le début. Ça fait des années que j'utilise, il n'a pas vraiment bougé. Bon, faut dire, je les pousse pas vraiment à fond, mais bon, ils sont assez fiables et ils durent longtemps, hein. C'est assez sympa. Visuellement, c'est joli, hein. Ça, j'avoue que j'utilise ça, c'est exclusivement pour faire beau, hein. C'est pas pour des qualités auditives particulières. Globalement, je ne fais pas d'ampli à tube parce que c'est meilleur. Je fais des amplis à tube parce que c'est joli. Alors c'est de la pure, c'est vraiment de la pure frivolité de ma part, hein. C'est joli, c'est facile à faire, c'est facile à monter, sauf si vraiment on veut aller assez loin dans la finition, mais c'est à la portée de tout le monde de faire quelque chose, disons, d'une manière simple. Mais bon, c'est vraiment de la frivolité, hein, c'est pas pour des raisons techniques. Au contraire, hein, techniquement, c'est quand même des appareils qui sont très, très à la marge, qui sont vraiment pas terribles, hein. Ça vole pas haut, hein. Moi, j'utilise ça dans le bas médium. Dans l'aigu, c'est tout pourri. Les transfos de sortie, c'est tout pourri de toute façon. Franchement, ça craint, quoi. Techniquement, ça craint. Mais bon, là, j'avoue, vu que ça, de toute façon, ça sonne bien, ça va, ça suffit largement pour ce que ça fait. C'est exclusivement parce que c'est joli et ça fait beau dans le salon. Mais bon, j'assume, hein. Ok, donc ça c'est la vue extérieure, hein, cinch. Bon, ici une prise IEC normale, l'interrupteur. Voilà. Donc, on va la retourner, on va regarder un peu ce qu'il y a en dessous. Alors, c'est comme d'habitude, c'est super lourd pour ce que c'est. Ça, c'est clair. Alors. Voilà à peu près comment c'est fait. Alors, si je devais le refaire, il y aura probablement des choses que je referais, hein, parce qu'avec le temps, ben, on change un peu ses habitudes et sa manière de faire. Mais bon, ici, en gros, on voit à peu près les méthodes habituelles de câblage qu'il faut de toute façon suivre. Ici, c'est le minimum syndical de qualité de câblage qu'on doit s'imposer. Alors, l'essentiel de la partie ici du volume est pris par les alimentations. Le transformateur d'alimentation me force à faire un doubleur de tension pour alimenter les tubes d'entrée. Et le reste, c'est vraiment du classique. J'ai un petit transfo supplémentaire ici qui me sert pour les filaments. Donc un petit filtre secteur, ici. Des doubleurs de tension que j'ai besoin d'utiliser là. Et là, le circuit qui contient tous les régulateurs pour les filaments. Et un régulateur haute tension pour l'étage d'entrée, qui est un TL783. Alors là, incontournable si on veut pas s'emmerder à faire des alimentations qu'on ne maîtrise pas. Ça permet d'avoir exactement la tension qu'on veut et ne pas se poser de questions. Par contre, ça ne supportera pas un court-circuit en sortie. Il faut bien faire attention, ce sont des composants fragiles. Donc ici, il y a de quoi alimenter tous les filaments. Voilà, donc vraiment c'est un système qui permet vraiment de faire quelque chose de compact, qui tient, et puis voilà. Donc là, il n'y a vraiment aucun secret au niveau du circuit. Le circuit imprimé ne supporte jamais de composants qui chauffent. Si on veut qu'à un moment le support de tube de puissance tombe au fond du boîtier, il suffit de le mettre sur un circuit imprimé. Le circuit imprimé, dans le temps, n'aime pas la chaleur. Ici, ça chauffe déjà pas trop mal, hein, parce que les filaments consomment. Il faut calculer au plus juste pour que la dissipation soit la minimale possible dans les régulateurs. Mais là, ça se passe assez bien. Si c'était à refaire, je ne souderais pas les fils sur le circuit comme ça. Je mettrais des connecteurs. Mais bon, à l'époque, le problème, c'est que j'avais pas ça sous la main. Il est important d'éviter de souder les fils sur les circuits comme ça.
parce que les tensions sont en l'air comme ça, on n'est jamais à l'abri de quelque chose qui pourrait tomber dessus. Ok, donc rien que du classique, le fil d'entrée qui va au tube d'entrée, c'est pareil, ça serait à faire, je pense que j'inverserais, je me rentrerai directement ou je mettrai l'entrée au plus proche. Ça, c'est pas top, c'est pas top. J'avoue que ça, c'est pas terrible. Le tube d'entrée, on voit le support ici, le support doré avec des lames, ici, qui sont des lames dorées. C'est important de les prendre inoxydables, parce que vraiment là, le point de contact doit vraiment être nickel. Puis voilà, donc ici c'est vraiment le schéma tel qu'il est, il n'y a vraiment rien de spécial. Le tube de sortie, important aussi d'utiliser des bons supports. J'aime bien les supports dorés parce que ça ne s'oxyde pas, hein. C'est vraiment pas pour faire autre chose que ça. En plus c'est joli, mais des bons supports nickelés fonctionnent parfaitement aussi, hein. Mais il est important de prendre des choses qui aient des contacts corrects. Donc, au niveau de l'organisation, il n'y a pas grand chose à en dire. Par contre, des choses importantes, très importantes. Partout où il y a des tensions et on peut le faire, la gaine thermorétractable partout. Des câbles qui sont repérés en couleur, indispensables. Alors si on n'a que du câble d'une certaine couleur, on peut utiliser la gaine thermo pour mettre des bagues autour pour les repérer. Alors du Serflex pour ranger les câbles, pour éviter que ça se trimballe partout. Tout ça c'est très 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 important. La sécurité avant tout. Là-dedans, il y a des volts et c'est dangereux. La 300B, c'est 400 volts sur la plaque, 400 ou 450 volts sur la plaque. Même si le tube est sous 350-375 volts, il y a 80 volts à la cathode et il y a 450 volts sur la plaque. On peut rester collé dessus. Donc c'est super dangereux, il ne faut jamais l'oublier. Il faut vraiment faire gaffe, il n'y a absolument rien d'anodin là-dedans. Donc il faut de la gaine thermo partout, idéalement. Ici, par exemple, là, il est hors de question que je laisse ça comme ça parce que là, il n'y a pas de gaine thermo sur le secteur. Ça, c'est caca, ça. Là, c'est la honte. J'avoue, là, je fais une autocritique, mais là, ça, c'est la honte. Un endroit où la masse, toutes les masses viennent se rencontrer ici. On ne peut pas toujours le mettre au niveau de l'alimentation parce que ici, ce ne sont pas des alimentations symétriques. Et en plus, il y a des doubleurs de tension, donc on ne peut pas toujours avoir un point au niveau des alimentations pour mettre la masse. Alors ici, la masse, c'est une grosse vis sur le châssis et tout le monde s'y retrouve. Le câblage de masse, ici, il est simple. Mais bon, sur d'autres montages, c'était beaucoup, beaucoup plus compliqué. Il y aura un épisode dédié aux problèmes des boucles de masse et comment les résoudre. Et trouver des organisations qui permettent de quasiment les éviter à coup sûr. Et ça, c'est des longues années d'expérimentation pour trouver quelque chose qui fonctionne à tous les coups. Ok, alors ici, quelques barrettes, c'est assez pratique, ça. Bon, souvent, ça coûte cher pour ce que c'est. Ce sont des barrettes de câblage un peu à l'ancienne. Il faut les prendre de telle sorte qu'on puisse les fixer. Hein. Faut faire gaffe de faire quelque chose où il n'y a pas les composants qui volent dans tous les sens. Comme je vois souvent des espèces de fouillis, des gros ramassis de composants qui tiennent en l'air, on ne sait pas pourquoi. Il faut faire super gaffe à ce que la moindre déformation ne vienne pas toucher des trucs entre eux. Hein. C'est quand même super, super dangereux, hein. Faut pas l'oublier. Alors, une chose que je généralise systématiquement dans tous les câblages, quels qu'ils soient, que ce soit ampli à tube ou autre, c'est le fil silicone. Alors, il faut oublier et jeter à la poubelle tout ce qui est fil PVC, etc. quand il s'agit de faire du câblage. Le fil silicone, c'est plus cher, évidemment, c'est chiant, mais c'est souple et on peut souder un câble qui est tordu sans que la gaine vienne se redresser et se faire couper par la chaleur et par le fil chaud qui est au milieu. Je n'utilise exclusivement que du câble silicone pour les câblages. Non seulement ça fond pas au fer à souder, mais en plus avec des tensions d'isolation beaucoup plus élevées, c'est souple et c'est super pratique. Et une fois qu'on utilise ça, on ne revient plus jamais en arrière. Je n'utilise que ça quand il s'agit du câblage de puissance et éventuellement des câblages un peu plus standards. Les seuls cas où j'utilise pas ça, c'est dans le câble fin de signaux ou des choses comme ça, où là on passe dans du coaxial ou des choses comme ça. Mais le câble silicone, c'est indispensable.
il faut investir et s'acheter des bobines de 100 mètres, ça coûte moins cher au mètre et on a ça en stock pour tout le temps et on s'en sert tout le temps et on ne peut plus s'en passer une fois qu'on a essayé. Vraiment, c'est quelque chose d'indispensable. Alors ici, c'est entièrement en métal, parce que j'aime bien les boîtiers entièrement en métal, comme ça. Ils sont peints en noir à la bombe, hein. Bon, histoire après c'est de l'esthétique. Je déteste les boîtiers avec du bois. Pour moi, après c'est une question de goût, mais le bois et le métal, c'est complètement une faute de goût absolue. C'est souvent ultra moche, kitsch à mort, kitsch à mourir. C'est vraiment pas terrible, quoi. Donc essentiellement du métal. L'avantage de se faire usiner des plaques comme ça, c'est que souvent les transfos de sortie nécessitent soit des grosses ouvertures ou des organisations un peu particulières qui seraient chiants à faire à la main. Le transfo de sortie, lui, m'a été fourni avec juste le transfo et sa boîte, et il a fallu le remplir de résine. Alors, faut pas faire ce que j'ai fait. J'ai utilisé de la résine époxy automobile, enfin celle qu'on trouve en gros pot dans tous les magasins de bricolage. Il ne faut pas utiliser ça. Le problème, c'est que ça chauffe énormément lorsque ça polymérise. Ou alors, il faut le faire par petites couches successives, mais l'imprégnation est beaucoup moins bonne. Bon, j'ai réussi à m'en sortir en dosant assez faiblement le durcisseur et en mettant la boîte dans de l'eau, dans une baignoire par exemple, dans de l'eau glacée. Mais ça chauffe énormément, ça craque, ça craquelle ici ou là. Vaut mieux prendre une vraie résine d'inclusion. Ça, c'est bon. Si on a vraiment à faire ce genre de truc, évidemment, il faut éviter d'utiliser de la résine époxy quand il s'agit d'imprégner des épaisseurs importantes. Alors ici, il n'y a pas de contre-réaction. Il pourrait y en avoir une. Hein. Après, je n'ai vraiment pas eu d'utilité d'en faire une, parce que ça fonctionne comme ça fonctionne. J'utilise un truc, parce que j'utilise des condensateurs ici, standard, style Snap-in. Le problème, c'est que c'est chiant de les fixer parce qu'ils n'ont pas de vis, ou alors il faut faire un circuit imprimé dédié. Alors, j'ai trouvé une colle qui fonctionne vraiment bien, qui dure longtemps, c'est les colles MS polymères qui sont souples, mais qui ne bougent pas dans le temps. Et ça tient très bien. C'est vraiment là, ça fait des années que c'est comme ça n'a pas bougé d'un poil. C'est extrêmement pratique quand il s'agit de faire tenir des composants de ce genre. Hein, on ne peut pas toujours visser tout ce qu'on veut. Donc voilà. Alors l'ampli est branché directement sur le générateur BF ici. Bon bah là c'est vraiment un montage un peu plus simple. Ici la sortie de l'ampli, ça c'est le signal d'entrée. Bon ici bon c'est un petit peu bruité, ici c'est ce niveau là. C'est surtout le T que j'ai qui doit pas être terrible. Mais bon, l'ampli est chargé sur une résistance de 10 ohms. Et là actuellement j'ai un signal de 15 kHz qui va dedans, 1 volt crête. Donc ici on a une sensibilité plus ou moins 0,5 volts par rapport à 0. Et la sortie, elle, coup de bol, elle aussi elle fait ici on est à 1 volt par division, donc on a un gain de tension de 2 ici. Voilà, donc ici c'est simple, donc là je suis à 15 kHz, il n'y a pas l'air vraiment d'y avoir de chute de niveau à ce niveau là. Si je vais passer à, mettons, à 1 kHz pour voir un peu. On voit que on a le même nombre de divisions ici pour les deux. Ici on rentre 1 volt crête, on sort ici plus ou moins 2 volts. Donc on a un gain de 4 plutôt. On a 4 volts crête à 1 kHz. Donc si on augmente la fréquence, on va commencer probablement à voir une chute. Voilà, on commence à voir la chute de niveau en sortie, du haut transfo de sortie. La chute doit commencer à peu près ici, je suis vers 20 kHz. Ça commence à chuter vers 16-18 kHz à peu près. Ce qui fait que le transfo en soi ne monte pas très haut. Hein. Si on continue à monter, on voit que on risque de rencontrer des résonances. Hop, là j'ai le niveau qui remonte.
vers 40 kHz. J'ai une résonance vers 50 kHz. Pour redescendre après beaucoup plus bas. Si je lâche à 100 kHz ici, donc il y a bien vraiment une résonance à 50 kHz. Là. Bon, là je suis retombé à 10 kHz. Alors après, la tête du signal, si on est à 50 kHz, on va voir. Le signal qu'on a à 50 kHz. Alors, on a un déphasage. On voit ici. Après, voilà. Là je suis au-delà de la résonance. Alors c'est grand classique dans les transferts de sortie de se retrouver avec une résonance dans ces eaux-là. C'est vraiment tout l'état de l'art, c'est de supprimer ces résonances qui sont en fait des couplages capacitifs qui interagissent avec les selfs de fuite et qui obtiennent des systèmes résonants qui se retrouvent ici ou là. Alors bon, évidemment, s'il y a une résonance à 200 kHz, finalement c'est pas trop grave pour tout ce qui est audio, mais s'il y a des contre-réactions, des choses comme ça, faut vraiment faire gaffe parce qu'on peut se retrouver avec des signaux qui sont déphasés et qui peuvent réintroduire et gérer des oscillations haute fréquence. Donc bon, c'est quand même quelque chose qu'il faut regarder et c'est très facile à vérifier. Hein. Alors après, si on veut descendre plus bas, on va commencer. Par exemple, là, une fréquence de 10 Hz. Donc là, par contre, faut changer l'échelle. Donc là, à 10 Hz, j'ai déjà une chute de niveau qui est assez importante par rapport à 1 kHz. Hein. Si je passe à 20 Hz, le niveau commence à monter. Mais il y a déjà une chute de niveau à 20 Hz. Donc c'est un transformateur qui descend pas très bas et qui monte pas très haut en soi. Mais ça n'a aucune importance vu la zone d'utilisation. À la limite, en large bande, ce sera un peu juste. Hein. Peut-être que le courant est trop important, je sais pas. Bon, à la limite, c'est pas très important vu la manière dont je l'utilise. Mais on voit bien que même s'il paraît gros et lourd, ça veut pas dire que ça va descendre très très bas. Mais bon, ça reste dans les caractéristiques standards d'un transfo de sortie utilisé de cette manière. Hein. Alors maintenant, le truc qui est déjà beaucoup plus révélateur, ici on va passer à un signal carré de 1 kHz. Alors ici je suis à 80 Hz. On va mettre 1 kHz. Toc. Voilà, signal carré de 1 kHz. On voit qu'il y a des petits défauts qui apparaissent sur les flancs. Ce qui veut dire qu'il n'est pas, c'est pas vraiment un transfo en soi qui est le meilleur qu'on puisse obtenir. J'essaie de zoomer dessus. Voilà. Donc voilà, signal à 1 kHz. Et un petit zigouigui ici. Alors on va monter en fréquence. Bon, ça ne fait que tronquer ce qui... On va passer à 10 kHz. Voilà, mon signal à 10 kHz. Effectivement, il y a un problème de résonance sur le front montant. Mais ça, c'est vraiment le résultat de ces résonances qu'on peut trouver dans les fréquences style ici 50 kHz, parce que là les temps de montée ici sont liés à vraiment ces choses qui se passent, ces résonances qui arrivent. Ici on voit un début de sinus qui, on a l'impression, fait effectivement à peu près 1/5 d'une période, donc ça se retrouve un peu effectivement dans les fréquences qui nous intéressent. Ça, c'est vraiment l'interaction entre le signal et des résonances qui viennent se superposer dessus. Bon, c'est pas ce que j'ai vu de pire. Il y a bien pire que ça. Hein. Si on prend des transformateurs réputés, on peut tomber sur bien pire que ça. Bon, dans l'utilisation en bas médium, ça n'a pas vraiment d'importance. Parce que là, ce sont vraiment des effets qui arrivent lorsqu'on se retrouve avec les flancs qui contiennent beaucoup de hautes fréquences. Donc on se retrouve avec des résonances qui sont sollicitées, qui apparaissent superposées au signal. Donc, bon.
C'est un transfo de sortie qui ira très bien dans cette application-là, mais bon, il y a mieux, il y a pire, mais bon. Après, les transfos de sortie, il n'y a qu'une fois fabriqué qu'on voit ce que ça peut donner. C'est difficile de prévoir a priori ce qui va se passer. Bon, c'est à peu près ce qu'on peut en dire sur cet appareil. Donc il fonctionne pas trop mal, hein. À ce niveau-là, c'est vraiment le transformateur de sortie qui limite le tout, hein. Tout ce qui se passe à l'intérieur, vraiment ça passe tout droit, hein. Il n'y a pas de secret. L'utilisation d'une charge active avec la pintode permet d'avoir une distorsion extrêmement faible au niveau du tube d'entrée, hein. Et voilà, c'est très efficace et ça suffit amplement. Après, ben, ça c'est l'élément primordial, hein. Le transfo de sortie, c'est ce qui fait toute la qualité d'un ampli. Mais ça, bon, c'est pas nouveau. Voilà pour cet appareil que je vais aller ramener et rebrancher.